Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de SPI Santé Sécurité. Merci d'être avec nous en cet après-midi ensoleillé et malgré votre horaire, j'en suis certaine, extrêmement chargé. Je m'appelle Amélie Leduc, je suis conseillère marketing chez SPI. Je suis bien heureuse de pouvoir discuter d'un sujet suscitant énormément d'intérêt avec vous aujourd'hui et qu'on entend aussi de plus en plus parler en santé sécurité au travail là, de façon générale, soit le cadenassage. En effet, chaque année au Québec, 3 à 4 000 personnes sont victimes d'accidents reliés à une mauvaise gestion des risques des énergies dangereuses. Donc, ce n'est pas à négliger. Donc, bien qu'il y ait plusieurs modifications qui ont été introduites dans la norme CSA Z460 en 2013, la norme, elle n'a jamais cessé d'évoluer. Par contre, influencée par cette norme-ci, la réglementation du Québec a été revue en 2016. Il s'agit du règlement sur la santé et la sécurité au travail et du code de sécurité sur les chantiers de construction. Donc, cet après-midi, avec notre expert Alain Daou, on va aborder comment se vivent ces changements-là sur le terrain, quelles sont les difficultés rencontrées dans l'application de ces changements-là et aussi quelles sont les zones grises qui requièrent sûrement des petites clarifications. Donc, c'est un privilège pour moi de vous présenter aujourd'hui Alain Daou. Bonjour Alain, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Amélie, ça fait plaisir. Alain, c'est essentiellement lui qui va présenter aujourd'hui. Alain, c'est notre directeur expertise santé, sécurité, environnement au niveau des services conseils pour SPI. Il est également vice-président du comité de révision de la norme CSA Z460-13 sur le cadenassage, diplômé en relations industrielles et en environnement également. Alain, c'est un conférencier, un formateur très reconnu. En fait, il possède une expérience de plus de 25 ans en santé et sécurité au Québec, au Canada, principalement les législations fédérales et provinciales de 8 provinces, ainsi qu'aux États-Unis et en Europe. Alain est aussi agent de sécurité pour les chantiers de construction, mais aussi formateur pour le cours de sécurité sur les chantiers de construction, en plus d'être chargé de cours à l'Université du Québec. Donc, je pense qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes entre d'excellentes mains avec Alain. Rapidement, quelques petits éléments techniques. La durée totale du webinaire sera de 45 minutes. On va garder un 10-15 minutes à la fin pour répondre à vos questions ou les commentaires que vous aurez. Ceci étant dit, n'hésitez pas à aller utiliser la boîte de questions qui est à votre disposition en bas à droite de votre écran. Tout au long du webinaire, là, si vous avez des questions, des interrogations, gênez-vous pas. Partagez-le, faites-nous-le savoir. On va essayer d'y répondre là, dans les meilleurs délais. Si jamais vous arrivez de manquer une information pendant la durée du webinaire, sachez que ce dernier va être disponible en rediffusion. On va vous envoyer un courriel avec le lien, puis vous pourrez l'écouter au moment qui vous conviendra. Si vous avez besoin à la suite du webinaire de support spécifique, de formation, de soutien quelconque, je vous invite à m'écrire, à m'envoyer un courriel, en fait, que je pourrai faire parvenir à Alain par la suite, là, après le webinaire. Alors, sans plus tarder, débutons avec 2 questions interactives afin qu'on en connaisse un petit peu plus sur vous. Premièrement, dans quel secteur d'activité œuvrez-vous? Est-ce que c'est l'industrie minière, l'industrie de la construction, l'industrie manufacturière, l'industrie du gaz et du pétrole ou toute autre industrie? On va vous donner 30 secondes. À l'écran, vous allez pouvoir choisir la lettre qui convient à votre secteur d'activité. Encore quelques secondes. OK. Alors, Alain, on peut voir que 26 de nos participants aujourd'hui proviennent de l'industrie manufacturière, 17 de la construction, une petite partie gaz et pétrole et industrie minière et 43 proviennent de diverses industries. Ouais. Donc, ça va nous aider, en fait, dans les interventions qu'on va faire au courant du webinaire là, cet après-midi. Une autre petite question pour vous aujourd'hui. On aimerait savoir si vous avez un programme de cadenassage en place et s'il est fonctionnel dans votre entreprise. Donc, encore une fois, choix de réponse. A, je n'ai pas de programme, mais je prévois en créer un. B, j'ai commencé mon programme, mais je suis un peu perdu. C, j'ai conçu un programme, j'ai seulement besoin de le réviser. D, j'ai besoin d'aide pour créer ou mettre en place un programme. Et E, je n'ai pas besoin d'un programme de cadenassage. Alors, on vous laisse encore quelques secondes pour répondre à ce court sondage.
OK, encore quelques secondes. Alors, la grosse majorité ont conçu un programme, mais ont besoin de le faire réviser. Et quelques-uns d'entre vous avaient commencé un programme, peut-être un petit peu perdu, d'autres prévoyaient en faire. Qu'est-ce que ça te dit un petit peu ces résultats-là, Alain, au niveau de notre... Bien, ça montre que le cadenassage est un sujet d'actualité et que l'évolution de la norme puis des règlements fait en sorte qu'on a besoin de le réviser, de le garder vivant de façon régulière. Alors, je pense que ça concerne très bien les gens qui sont nos auditeurs. Super. Merci à tous d'avoir répondu. Sans plus tarder, je vais céder la parole à Alain pour la suite. Bien, merci, Mélie. Alors, ce qu'on va faire pendant les prochaines minutes, on va s'attarder à la revue réglementaire qui a eu lieu au Québec récemment. Alors, on va vraiment voir quels sont les impacts de ces changements-là. On va voir quels sont les principaux changements, évidemment. Et par la suite, on va, à l'aide de 7 questions interactives avec vous, cibler les principaux éléments des règlements québécois. Alors, tout d'abord, commençons avec cette question interactive. Selon vous, l'obligation de cadenassage, est-ce qu'elle est nouvelle pour la construction, donc le secteur construction, étant donné que la révision du Code de sécurité CSTC pour les travaux de construction a eu lieu en janvier 2016? Alors, vous répondez oui ou non, que c'est nouveau ou pas. Alors, vous avez pratiquement tous voté et c'est assez intéressant. 91% ont voté que ce n'était pas nouveau. Eh bien, félicitations, vous avez raison. Alors, la réponse est que ce n'est pas nouveau. Et pourquoi on a mis cette question-là? C'est que pour plusieurs, quand même, des intervenants avec qui on a eu affaire, ils croyaient que la construction n'était pas visée dans le passé par le cadenassage. Alors, je suis assez réconforté de voir que vous avez la bonne réponse. Alors, on va aller un peu plus en détail dans cette question, d'ailleurs, un petit peu plus tard, et vous demander s'il y en a parmi vous qui ont commencé à mettre en œuvre les obligations ou modifications réglementaires. Alors, je vous invite à répondre. Alors, 65% ont répondu oui, 35% non. Alors, regardons maintenant le vif du sujet avec les principaux changements réglementaires. Et d'abord, c'était quoi les objectifs de la CNESST et de ses partenaires pour réviser? Bien, premièrement, les responsabilités n'étaient pas toujours claires pour ce qui est de l'application du cadenassage. Alors, on voulait clarifier les responsabilités des intervenants sans leur imposer de nouvelles obligations. Et donc, on ne voulait pas aller au-delà de ce que disait la norme. Ensuite, on voulait harmoniser les règlements québécois avec la norme canadienne, qui, en passant, était déjà appliquée par les inspecteurs de la CSST depuis leurs interventions depuis au moins une dizaine d'années pratiquement. Ensuite, on voulait harmoniser le CSTC, qui est le Code de sécurité pour les travaux de construction, et le RSST, compte tenu des différences qu'il y avait entre ces deux règlements. Parmi les principaux changements, plusieurs parmi vous se rappelleront de l'ancien article 185 qui obligeait le cadenassage, en fait, sous deux éléments, cadenassage de toutes les sources d'énergie dangereuses et deuxièmement, qui obligeait que chaque personne se cadenasse. Cependant, on ne se cachera pas que cet article était passablement vague. Alors, l'article 188, qui est le nouvel article qui remplace le 185 qui était abrogé, ainsi que ses 13 sous-éléments, est beaucoup plus détaillé. Et il se réfère essentiellement aux pratiques introduites en 2005 par l'introduction de la norme CSA Z460. Il s'agissait de la première mouture de la norme maîtrise des énergies dangereuses, cadenassage
et autres méthodes. Un autre changement important, c'est qu'on avait anciennement l'article 186 qui réglementait les travaux lorsqu'on avait besoin d'énergie. Alors, cet article-là a été remplacé par l'article 189 qui donne un petit peu plus de latitude aux travailleurs, aux intervenants lorsqu'ils font ce genre de travaux-là. Alors, ce n'est pas une façon de ne pas cadenasser ici cet article 189, mais c'est une façon d'intervenir sécuritairement lorsqu'on a besoin que les choses bougent, c'est-à-dire faire un ajustement ou procéder au repérage d'une défectuosité. Attardons-nous un peu sur le Code de sécurité pour les travaux de construction. Dans le passé, dans l'ancien règlement, l'ancien code, celui-ci était muet, ou plutôt muet, je devrais dire, sur la question du cadenassage. Et c'est là qu'on introduit maintenant un 20e article à la section 2 du Code, l'article 2.20, et 14 sous-éléments. En fait, il s'agit littéralement pratiquement d'un copier-coller du RSST qu'on a introduit au Code de sécurité en mentionnant simplement la spécificité du maître d'œuvre. On a intégré aussi à l'article 2.20 l'article 189 qui parle des travaux sous énergie. Alors, les deux règlements maintenant, le règlement RSST, le CSTC, sont maintenant harmonisés ensemble. C'est une très bonne chose. Je pense que vous allez tous en convenir. Alors, ça a l'air de ça un peu si vous prenez note de cet organigramme. Alors, quand un de nos travailleurs a à aller dans une zone dangereuse, procéder des travaux, en passant, ça peut être aussi pour faire une vérification. Donc, ce n'est pas nécessairement un travailleur qui a les outils en main. Mais lorsqu'on a accès à la zone dangereuse où il y a possibilité de dégagement d'énergie intempestive, on a deux choix. Vous le voyez tout d'abord en vert, le choix du cadenassage qui est le choix prioritaire. Alors, si on avait à parler d'un carrefour giratoire puis s'introduire dans ce carrefour, mais ça serait la première sortie. La plupart des cas vont nécessiter du cadenassage. Cependant, le nouveau règlement prévoit que parfois le cadenassage ne soit pas possible. Et c'est là qu'on a également la possibilité d'utiliser d'autres méthodes sécuritaires, mais le règlement oblige qu'elles soient à sécurité équivalente au cadenassage. Et c'est pour ça que, dans le fond, le cadenassage est beaucoup plus pratique parce que ça peut être très complexe de mettre en place quelque chose d'équivalent au cadenassage. Alors, c'est un autre dossier, mais c'est un dossier qui est plein de questionnements aussi actuellement. L'autre élément dans cet organigramme, c'est qu'il y a des cas d'exception. Évidemment, on en a parlé tout à l'heure. Vous avez le travail en état d'énergie lorsqu'on n'a pas besoin de cadenasser, mais aussi on a le débranchement apporté lorsque la source d'énergie est à portée de main et sous le contrôle exclusif du travailleur. À ce moment-là, on n'aura pas besoin de cadenassage. Alors, dans la portion de notre discussion qui suit, on va soulever 7 différentes questions et qui vont nous servir à orienter nos discussions. La première. D'après vous, ces changements, est-ce que ça signifie qu'il s'agit de nouvelles obligations pour les employeurs, surtout dans le secteur de la construction? Vous allez voir qu'on n'est pas redondant avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est oui ou non selon vous. Donc, on vous laisse 30 secondes pour chacune de ces questions interactives-là. On vous laisse 30 secondes pour y répondre environ. Je réitère le fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, tout au long du webinaire, vous pouvez nous les envoyer. Ça va nous faire plaisir d'y répondre dans l'immédiat ou à la fin du webinaire. Bien, 69% d'entre vous ont la bonne réponse. La réponse est non. En fait, si on va un peu plus loin dans cette discussion-là, la CNESST, comme la majorité des provinces canadiennes, appliquait déjà la méthode ou les méthodologies de la norme Z460 depuis non seulement 2013, mais depuis sa première mouture en 2005. Alors, comme je l'ai souligné tout à l'heure, la CSST, plutôt à l'époque, même si c'était la CSST, a formé ses inspecteurs en ce sens. Par exemple, lorsqu'il y avait une enquête d'accident mortel, les inspecteurs utilisaient carrément les éléments de la norme
pour analyser peut-être les manquements qui pouvaient être survenus durant les travaux. Et je vous cite ce que dit la Gazette officielle, ce que disait plutôt, parce que c'est du passé, la Gazette officielle en 2005, lorsque le projet de modification au règlement a été déposé. Je le lis avec vous, mais vous avez la version du RSST, mais moi, je vais prendre la version du CSTC, donc construction. Et vous allez voir que c'est assez semblable. À ce jour, l'étude du dossier ne révèle pas d'impact sur les entreprises, en particulier sur les PME, puisque les entreprises dans le secteur de la construction doivent déjà appliquer des procédures de cadenassage dans les zones de travail où les travailleurs sont exposés à un dégagement intempestif d'une énergie. Le projet de règlement clarifie les responsabilités des différents intervenants sur les chantiers de construction sans leur imposer de nouvelles obligations. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce commentaire de la Gazette, entre le RSST, donc les entreprises en général, et le Code de sécurité pour les travaux de construction. Alors, le même texte est utilisé avec, évidemment, les variantes pour le secteur construction. La deuxième question. Le développement des fiches de cadenassage et de maîtrise des énergies dangereuses, est-ce qu'il est obligatoire pour tout le monde, y compris la construction? Donc, est-ce que les fiches sont obligatoires? Donc, encore un petit 30 secondes pour répondre. Alors, 91% d'entre vous, et je vous félicite, dites que oui, bien, vous avez entièrement raison. Et c'est pas nouveau, hein, c'est depuis 2005 que c'est requis au Québec. Par exemple, pour le RSST, l'employeur, et ça c'est littéral de l'article 188.5, l'employeur doit pour chaque machine située dans un établissement s'assurer qu'une ou plusieurs procédures qui décrivent la méthode de contrôle des énergies soient élaborées et appliquées. Vous allez remarquer dans la diapositive suivante que sensiblement le même texte est utilisé pour le Code de sécurité des travaux de construction. Maintenant, petite clarification, l'expression procédure ou le mot procédure ou fiche de cadenassage bien, sont interchangeables. Alors, lors de la révision en 2013 de la norme, on a francisé le texte anglais procedure pour fiche, pour que ce puisse être plus facilement comprenable. Par contre, au niveau du règlement, on a conservé le mot procédure. Mais on ne veut pas trop s'arrêter sur les détails sémantiques de la chose. Alors, cette obligation d'avoir une fiche de cadenassage, c'est une obligation qu'on pourrait qualifier de pas négociable au niveau du règlement ou de la norme. Maintenant, les fiches de cadenassage doivent, selon le règlement et la norme, être révisées périodiquement et à noter, pour un chantier de construction, elles devraient l'être annuellement. Tandis qu'au niveau de l'entreprise, c'est généralement lorsqu'il y a un changement ou une mise à jour des équipements qui risque d'affecter la façon dont on va cadenasser l'équipement. Ensuite, les fiches doivent être normalisées. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'elles doivent avoir le même aspect, le même gabarit, en bon français, le même frame, le même visuel, la même méthodologie pour l'ensemble d'une entreprise donnée. Et elles doivent être disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour les travailleurs qui en ont besoin pour consultation. Peut-être certains parmi vous avaient commencé à élaborer des fiches, mais vous aimeriez savoir de quoi a l'air une fiche qui est conforme à la norme et qui est conforme à notre règlement au Québec. Bien, en voici une dans toute sa splendeur. Alors, vous avez dans la première page de cette fiche un volet descriptif. Alors, vous voyez que c'est assez clair. On peut identifier l'équipement, le département, la date de création, la date de modification. Ici, la fiche qu'on va vous montrer est une fiche qui a été créée pour fin de l'exercice. Ce n'est pas une fiche qu'on a pris d'un réel équipement, mais elle contient tout ce qui est requis par règlement, mais elle en a un peu plus également.
J'attire votre attention sur la section tâches à effectuer. Une des lacunes qu'on a notées dans les 10 dernières années dans l'élaboration des fiches, c'est que beaucoup d'employeurs ont élaboré des fiches avec une série d'étapes globales pour faire la maintenance d'un équipement. Mais ensuite, en fonction de la tâche que l'employé réalisait, ils ont laissé les employés décider des étapes qu'ils choisiraient pour faire le cadenassage. Alors ça, c'est une façon risquée de travailler parce qu'on introduit des risques et un manque d'unité ou d'uniformisation au sein de l'entreprise. Alors, comme vous voyez, cette fiche, elle contient non seulement l'ensemble des tâches pour immobiliser ou isoler la machine, mais elle contient aussi des tâches. Alors, par exemple, le point numéro 1, on a maintenance. Cette fiche contient 7 étapes. Vous voyez que pour la maintenance générale, on y a inscrit des instructions à suivre qui étaient des 7 étapes complètes. Par contre, pour les travaux électriques, et encore une fois, c'est une fiche artificielle, ce n'est pas une vraie fiche, vous avez seulement 4 étapes. C'est pour démontrer que le travailleur n'aura pas à se questionner. Est-ce que la 3, je dois la faire? Est-ce que la 4, je dois la faire? Est-ce que la 5, je dois la faire? C'est écrit. Quand tu fais tes travaux électriques, tu dois te fier exactement à ce qui est là. Ensuite, vous avez des informations supplémentaires qui devraient être là. Par exemple, est-ce qu'il faut afficher, plutôt appliquer la procédure d'entrée en espace clos, procédure de prévention des chutes de hauteur. Dans ce cas-là, bien, on parle d'attendre la dissipation de la chaleur. Et finalement, ce qui est requis au règlement à l'article 188.6.5, c'est le sommaire des accessoires et les quantités requises. Combien j'ai besoin de cadenas, combien j'ai besoin de moraillons ou de pinces de cadenassage, de couvre-valves ou d'autres éléments. Est-ce que les photos sont obligatoires, Alain, dans la fiche? Les photos ne sont pas obligatoires. D'ailleurs, si on va à la diapositive suivante, il y a des photos. Okay. La majorité des développeurs de fiches, ceux qui introduisent les fiches, aiment mettre des photos, mais ce n'est pas obligatoire. Certains vont mettre des diagrammes au début de l'équipement pour qu'on voit l'ensemble du cheminement ou du processus. C'est ce type de photo-là aussi est introduit par certains utilisateurs, mais ce n'est pas réglementé. C'est une bonne question. Ensuite, revoyons comment peuvent être représentées les étapes sur une fiche. Alors, je vous ai dit tantôt que la fiche de cadenassage qu'on vous montre ici a 7 étapes, mais on a isolé 2 des étapes. Le premier type d'étape, ce sont des actions à poser. Ce qui nous frappe en premier, c'est la simplicité et la clarté. Vous voyez qu'il n'y a pas de romans en fleuve là, qui sont écrits là. C'est très simple pour que le visuel du travailleur soit clair, simple et rapide. Vous avez remarqué aussi que on peut dire les étapes de cadenassage sont écrites de façon linéaire, alors de haut en bas, parce que c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. C'est la meilleure ergonomie possible pour avoir une interaction avec un document écrit. Alors, l'énergie est électrique, l'élément à maîtriser, c'est un sectionneur, son numéro, l'action à poser, c'est cadenasser. On a l'emplacement et on a le visuel des accessoires qui sont nécessaires. Vous remarquez ensuite à l'étape 2, vérification de mise à énergie zéro. On l'a mis en rouge. Bien, c'est pour mettre l'accent sur le fait que, et ça c'est une erreur qui a été faite par de nombreux développeurs de fiches, c'est qu'on se contente d'écrire mettre l'équipement en état d'énergie zéro ou faites l'essai de démarrage. L'obligation, tant de la norme que du règlement, c'est de dire, non pas de le faire, mais comment le faire. Donc, il faut dire de le faire, mais le comment. Alors, dans le cas qui nous intéresse ici, on a la source d'énergie, on a l'action à poser, on a l'emplacement et on a la description des étapes de mise à énergie zéro. Et attention, parce que ça, c'est ce qui est escamoté dans la plupart des audits que nous faisons dans les entreprises. Alain, avant de passer à la prochaine question, j'ai une question, en fait, d'un participant. Oui. Donc, si tu permets, je vais te la lire. La question est en lien avec le registre de cadenassage. Est-ce qu'on doit obligatoirement tenir un registre de cadenassage, et ce, même si les cadenas des travailleurs sont identifiés et burinés? La personne est consciente là, qu'il est obligatoire de tenir un registre si les cadenas ne sont pas identifiés, par exemple les sous-contractants, mais qu'est-ce
qu'est-ce qu'on fait dans le cas lorsque les cadenas sont identifiés et burinés? Alors, premièrement, registre de cadenassage tel que décrit dans l'actuel règlement. On fait référence à un document qui va écrire le nom des personnes ou les coordonnées des personnes à qui on a donné des cadenas d'emprunt ou des cadenas temporaires. Ces personnes peuvent être nos employés, comme des employés qui appartiennent à un tiers, mais qui œuvrent chez nous. Le cadenas, à la fin du quart ou à la fin de la période de prêt, nous revient. Et à ce moment-là, on écrit que le cadenas est revenu, puis on a pu exercer un contrôle. Alors ça, c'est la définition du registre. Maintenant, je ne suis pas sûr du sens de votre question, si c'est de ça que vous parlez, ou d'un registre de cadenassage qui permet de savoir si les travaux ont été accomplis. Dans ce cas, dans ce second cas, il n'y a rien de prévu au règlement ni à la norme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de décrire si le travailleur a bel et bien cadenassé ou pas, à moins qu'on en ait fait une gestion interne ou à moins que la CNESST soit intervenue chez nous et se soit aperçu qu'on a peut-être des difficultés d'application de cadenassage et elle désire nous voir l'appliquer de façon systématique et voir les traces comme quoi le cadenassage a été fait. OK, merci Alain. Une autre petite question de Valérie. En fait, elle se demande, est-ce qu'il faut dissiper l'énergie après ou avant la fermeture de soupape? C'est jamais pareil. En fait, c'est toujours des cas spécifiques. Mais en règle générale, par exemple, si, disons que vous avez une soupape qui va, un drain, qui va tout simplement drainer un liquide, peut-être qui est chimique ou autre, ben c'est certain que vous devez purger complètement, vous assurer qu'il n'y a pas d'énergie qui peut être rebâtie. Et en général, dans ce cas type, vous allez cadenasser, si c'est nécessaire, s'il y a un risque, en position ouverte, pour que s'il y a un rebâti d'énergie, ça puisse s'écouler par la valve qui est cadenassée en position ouverte. Mais chaque cas est spécifique. OK. Merci, Alain. Bon, on va continuer avec la prochaine question. Alors, le RSST et le CSTC, Code de sécurité pour les travaux de construction, est-ce qu'ils exigent des fiches uniquement pour les machines? Oui ou non? C'est une grande question. Désolé pour les 14% qui ont répondu oui. La réponse est malheureusement non. Et ça, c'est quand même intéressant. J'ai fait une réflexion récente sur ce sujet-là. C'est quoi une machine? Puis si on regarde dans différents dictionnaires, dans différents endroits, on s'aperçoit que la définition d'une machine n'est pas toujours claire. Et honnêtement, elle ne l'est pas ni dans la norme, ni dans le règlement, les règlements du Québec. Mais le consensus général et l'application qu'on a fait au Québec, c'est ça qui est important, c'est que tout ce qui est mu par autre chose que l'énergie humaine et qui contient un potentiel de libération d'énergie dangereuse. Alors qu'il y ait présence ou non d'une machine ou qu'elle soit très, très loin dans le processus, nécessite du cadenassage. Alors, ça veut dire que vous et moi, on est obligés, de par règlement, de procéder à un inventaire systématique, comme vous le voyez sur la diapositive, de tous nos équipements et machines, y compris pour les équipements mobiles, les navires et aéronefs, la mécanique du bâtiment. Et par exemple, si vous avez des canalisations d'eau, de produits chimiques ou autres qui risquent de libérer des énergies résiduelles, je pense aux municipalités, par exemple, qui ont des réseaux d'eau, d'aqueducs, qui peuvent carrément mettre en danger la sécurité des travailleurs. Alors, se doivent aussi d'être cadenassés. Alors, même s'il y a du gris dans cette réponse-là, en règle générale, tout ce qui possède une énergie intempestive qui peut être dégagée, une énergie dangereuse, devrait être l'objet de la procédure de cadenassage. Je vous invite à noter l'annexe 2, L2, pardon, de la norme CSA Z460, qui nous donne une liste de ce qui peut être susceptible
d'être visé par une fiche de cadenassage. Et on a vérifié avec la CNESST parce qu'il y a un comité restreint de la CNESST qui voit de l'application du nouveau règlement. Le mot machine utilisé dans le règlement n'est pas restrictif. Alors, ça appuie ce que je viens de vous dire. Avant de passer à l'autre question, Alain, nos participants, David, en fait, une question. Il demande, est-ce que la norme Z460, RSST ou autre mentionne des requis de conception sur les essais de démarrage? Par exemple, ne pas les faire sur un panneau de contrôle avec des démarrages conditionnels. Je dirais que non. Par contre, si vous prenez la norme Z432, qui est sécurité machine, bien, il y a quand même des obligations dans la conception de s'assurer que les gens qui vont interagir avec une machine, bien, ils soient capables d'interagir de façon sécuritaire. Alors, si vous interagissez de façon sécuritaire, bien, ça sous-entend aussi que les moyens de procéder à la vérification de mise à énergie zéro soient des moyens qui puissent se faire facilement et assurer votre sécurité. Alors, ce que je vous réponds là, c'est pas ce qu'on appelle une réponse de breton là, en long terme, mais c'est de dire, ben, dans le fond là, si on livre une machine, si on conçoit une machine, il faut s'assurer que les gens qui sont avec, ils puissent isoler la machine de façon sécuritaire. Okay. Merci Alain. Une autre petite question avant d'enchaîner. Lors de la vérification de la mise à énergie zéro, les nouvelles machines n'ont plus de bouton marche. Donc, est-ce qu'on peut se fier à un, entre guillemets, panel view qui est éteint et non opérable, soit par la vérification visuelle, un peu comme votre exemple de fiche? Alors, la réponse est oui. Alors, c'est une fusion du non et du oui. Alors, ce que je vous demanderais de faire à ce moment-là, puis c'est ce qu'on dit aux gens avec qui on interagit lorsqu'on fait des audits sur le terrain où on développe des fiches de cadenassage, c'est quel est le câblage exact de cette machine, comment la machine est-elle montée, les circuits électriques, tout ça, et les autres sources d'énergie. Et peut-on garantir par A plus B que cette façon d'assurer la sécurité de la mise à énergie zéro est bonne. Alors, c'est toujours du cas par cas. Alors, je ne peux pas dire un oui général ni un non général, c'est du cas par cas. Merci Alain, merci pour le oui. Je sens que, en tout cas, moi, je vais pouvoir l'utiliser ouais, à certains moments. Tant mieux. Donc, on peut enchaîner avec la prochaine question interactive. Et voilà. Alors, en présence de plusieurs employeurs, et ça, c'est une question qui a souvent été posée, qui a la responsabilité de fournir la fiche de cadenassage et de coordonner les travaux? Alors, vous avez premièrement l'employeur ayant autorité sur l'établissement selon RSST ou le maître d'œuvre. Ensuite, B, le sous-traitant principal, chacun des sous-traitants et toutes ces réponses. Alors, que choisissez-vous? Alors, 29% ont répondu toutes ces réponses. Pas vraiment. Alors, généralement, si on pense au règlement, si on pense également à la norme, ce sera l'employeur qui a cette responsabilité ultime de coordonner ou de fournir la fiche de cadenassage ou de déterminer comment ça va se faire. Et ici, quand je parle d'employeur, je parle également de maître d'œuvre dans le cadre du CSTC. Si on prend par exemple la diapositive de l'article 188.10 qui est tiré du règlement, voici textuellement ce qu'on dit. Lorsque plusieurs employeurs ou travailleurs autonomes effectuent un travail dans la zone dangereuse d'une machine, il incombe à l'employeur qui a autorité sur l'établissement de coordonner les mesures à prendre pour s'assurer de l'application de la méthode, etc., notamment en déterminant leur rôle respectif et leurs moyens de communication. En français, ce que ça veut dire, c'est que
l'employeur ou le maître d'œuvre, il doit être certain que la communication est claire et que chacun connaît bien ses responsabilités. En l'absence de clarté, on va toujours aller voir l'employeur ou le maître d'œuvre. Si vous allez à la diapositive suivante qui fait référence au même article, mais pour le Code de sécurité pour les travaux de construction, c'est le même texte en parlant du maître d'œuvre. Alors, cas de figure, alors vous êtes responsable d'un chantier, bien, ce que vous devriez faire, c'est rassembler les intervenants et déterminer en fonction de la réalité du chantier qui va coordonner le travail de cadenassage, qui va répondre, en fait, du cadenassage sécuritaire et qui va fournir les fiches. Et c'est cette clarté-là qui va permettre la sécurité des travaux. Question 5? Avant d'y aller, nos OK. participants sont vraiment sont généreux en questions, donc j'aimerais ça pas t'en poser une. Alain, qu'est-ce qu'on fait si l'employeur qui a autorité sur l'établissement ne fournit pas les cadenas accessoires? Est-ce qu'on utilise les nôtres bien identifiés? Bien, en fait, ça devrait faire partie de la coordination du tout, tel qu'on vient de le voir à l'article, en fait, l'alinéa 10 des deux règlements. Alors, on doit déterminer d'avance, est-ce qu'on fournit les cadenas ou c'est le sous-traitant qui le fournit? Et évidemment, si le sous-traitant s'aperçoit que les cadenas ne sont pas fournis par le donneur d'ouvrage, l'employeur ou le maître d'œuvre, il a la responsabilité de les fournir. Mais j'irai plus loin. C'est peut-être une indication que le chantier est plus ou moins bien géré à ce moment-là. Alors, à ce moment-là, il faudrait monter une étape de plus et s'assurer que le cadenassage a été bien prévu dans le cadre de ce contrat-là. Merci Alain. Une autre petite question avant de continuer. Est-ce qu'on doit décrire toutes les étapes détaillées du cadenassage dans la fiche ou simplement écrire « effectuer la remise en marche de l'équipement ». Alors, comme on l'a souligné tout à l'heure, la fiche doit être précise. Il y a deux cas de figure. Alors, il y a des endroits où il y a quand même une simplicité de redémarrage d'un équipement. Alors, on pourrait à ce moment-là simplement souligner l'importance de redémarrer l'équipement. Mais dès qu'il y a une différence ou une complexité, ça devrait être détaillé parce qu'il se peut que la remise en marche de l'équipement cause un problème de sécurité ou même un bris machine. On vient de la réparer, fait que on ne veut pas qu'elle brise. Alors, donc, il faudrait à ce moment-là que ce soit écrit sur la fiche. Par exemple, dans notre façon de traiter ces situations-là, nous allons avoir des clients qui utilisent notre logiciel, qui vont écrire simplement remettre l'équipement en fonction à l'inverse des instructions de la fiche, ou d'autres vont vouloir le détailler. Okay. Alors, c'est laissé à ce moment-là au choix de l'utilisateur. OK, parfait. On peut enchaîner avec la 5e question, Alain. Lorsqu'on a des intervenants sous-traitants, alors c'est à ce genre d'intervenants que s'adresse cette question, est-ce qu'une autorisation écrite est nécessaire? C'est-à-dire que le donneur d'ouvrage, maître d'œuvre ou employeur émette une autorisation écrite pour les travaux, oui ou non? Alors, 73% oui, 27% non. Alors, c'est bien de voir que 73% d'entre vous connaissez votre règlement. Maintenant, réponse. Le premier élément de réponse est avec l'article 220.9 qui vient du Code de sécurité pour les travaux de construction. Un employeur ou un travailleur autonome doit obtenir une autorisation écrite, soulignée, là, c'est nous qui l'avons souligné, du maître d'œuvre avant d'entreprendre un travail dans la zone dangereuse d'une machine. Et on souligne que le maître d'œuvre doit lui fournir la méthode de contrôle des énergies appliquées. C'est quoi ça? Bien, c'est la fiche de cadenassage. Ou si la méthode est autre que le cadenassage, on a parlé au début de cette discussion de sécurité équivalente avec d'autres méthodes, cette fiche-là devrait être fournie. Faisons un petit peu de chemin avec ça. Vous avez devant vous l'article 188.9 qui est l'équivalent dans le RSST. Le règlement, malheureusement, ne précise pas la forme que doit prendre cette autorisation écrite. Et ça, on en a discuté lors d'une rencontre
du comité restreint d'application du nouveau règlement avec la CNESST. Et ce qui est ressorti, c'est que cette autorisation écrite peut prendre la forme d'un permis de travail, d'un bon de travail, d'une étiquette, d'un contrat. La question de fond, pourquoi c'est là? C'est qu'on veut que les travaux soient clairs. L'autorisation de travail, il faut qu'elle soit claire, l'étendue du travail soit claire et que l'intervenant qui est dans la zone de danger bien, connaisse les risques, les dangers et puis soit en même de les contrôler. Et ça, on a besoin d'une preuve que le donneur d'ouvrage a fait son travail là-dessus. Vous êtes prêts pour la question 6? Une autre question, Émilie. Non, on peut aller à la question 6. OK, d'accord. Désolée. OK, je pensais que tu m'arrêtais. Non. Qui peut développer et valider une fiche de maîtrise des énergies dangereuses? Est-ce que c'est le superviseur, les travailleurs qui connaissent bien l'électricité ou la maintenance, un ingénieur, une personne formée en analyse de risque et dont les compétences ont été validées? Donc, vous avez 4 possibilités, A, B, C, D. Allez-y. Alors, vous avez raison à 88%. En fait, c'est quelqu'un qui est formé en analyse de risque. Et vous avez devant vous la diapositive de l'article 73243 de la Z460. On parle de quelqu'un qui possède l'expertise, les connaissances techniques ou les compétences nécessaires pour juger du caractère adéquat des fiches de cadenassage et confirmer qu'elles sont conformes à cette norme. Donc, 2 choses. Juger que les fiches sont OK techniquement, mais qu'elles sont également conformes à cette norme. Question 7. Seul un ingénieur peut rédiger, valider et approuver une fiche de cadenassage. Vrai ou faux? Alors, 98% ont répondu faux et vous avez raison. Alors, la réponse qui a été d'ailleurs validée avec la CNESST, seulement si l'analyse nécessaire va entrer dans le champ de compétences de l'ingénieur. Par exemple, étude de plan, calcul, donner un avis particulier. Alors, en général, d'ailleurs, si vous regardez l'article 6.1.3 de la norme, je trouve intéressant cet article. Bien qu'une personne puisse être chargée de rédiger une liste préliminaire des phénomènes dangereux, une équipe formée d'opérateurs, d'employés d'entretien, d'ingénieurs devrait participer à l'identification des phénomènes dangereux et à l'appréciation du risque. En fin de compte, le développement d'une fiche de cadenassage, qui est en fait la crème qui ressort d'une analyse de risque, bien, doit être le résultat d'un travail d'équipe. Alors, on a répondu à vos 7 questions, en fait, principales. Merci également d'avoir participé avec des questions supplémentaires jusqu'à maintenant. Ça nous amène à répondre à la question qu'on a soulevée au début. Après réflexion, je ne me souviens pas personnellement de ce que vous avez répondu tout à l'heure, mais maintenant, votre programme de cadenassage, à partir de ce que vous avez appris, est-il en place et fonctionnel? Alors, A, je n'ai pas de programme, mais je prévois en créer un. B, j'ai commencé, mais je suis un peu perdu. C, j'en ai conçu un, j'ai juste besoin de le réviser. D, j'ai besoin d'aide. Et E, je suis en business. Je n'ai pas besoin d'un programme. On va vous laisser un petit 30 secondes. Puis oui, je pense que la majorité des gens avaient. Ben, en fait, je ne le dirai pas, je vais attendre. Je vais revoir le résultat de la deuxième question. Donc, Alain, 64% ont conçu un programme et ils veulent le réviser. Et c'était la réponse qui était la plus populaire tantôt. Donc, dans le fond,
on comprend que la révision, elle est nécessaire là, Absolument. Suite à ce webinaire-là. Donc, ça veut donc dire, je pense que le webinaire était approprié. Oui, Ouais. absolument. Alors, en conclusion, le nouveau règlement, puis on a mis en exergue 4 éléments, là. D'abord, ils vont rendre les obligations des employeurs plus claires, puis c'est une très bonne chose en matière de cadenassage et de maîtrise des énergies dangereuses. Et je soulignerais que maintenant, on ne parle pas juste de cadenassage, mais on parle aussi de maîtrise des énergies dangereuses. Les deux vont ensemble et les deux requièrent des fiches. Deuxièmement, ils harmonisent les pratiques en entreprise et dans le secteur de la construction. Troisièmement, ça concrétise aussi l'obligation de développer des fiches ou des procédures de cadenassage, comme le souligne la norme, mais aussi maintenant le règlement, les règlements, et mettent également l'accent sur la formation des gens qui doivent rédiger et valider des fiches de cadenassage. Merci, Alain. On a une petite période de questions. Là, on termine le webinaire, mais je voulais juste peut-être, Alain, si tu pouvais répondre à une question. On demande, doit-on être maître cadenasseur pour créer les fiches de cadenassage? Bien, en fait, cette expression-là n'existe pas, ni dans la norme, ni dans le règlement. Alors, dans la norme, si vous regardez la définition de la norme, les définitions de la norme, on parle de personnes compétentes. Alors, la personne compétente qui va rédiger, valider des fiches de cadenassage doit répondre aux exigences que nous avons soulignées tout à l'heure. Alors, elle doit être formée en analyse de risque et en compréhension de la norme. Alors, si vous avez ça, cette formation-là, bien, vous êtes une personne compétente. Merci, Alain. Donc, en terminant, juste avant que vous quittiez, je sais qu'on a dépassé d'2 minutes. Bien, premièrement, merci Alain pour cette présentation-là, très intéressante. Je pense qu'on aurait pu prolonger le tout aussi avec les questions que les gens nous posent, mais soyez sans crainte, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, on va le faire. Moi, je vais transmettre vos questions personnellement à Alain, puis on va pouvoir vous y répondre. Aussi, on va vous... Tout de suite, en terminant, on va vous demander de répondre à un petit sondage. Quelques questions, vraiment pas long, mais ça nous aide à améliorer nos webinaires puis aussi à cibler vos intérêts pour continuer à vous offrir des formations là, gratuites comme celle-ci. Un rappel, si vous avez besoin d'aide, de support, vous voulez faire justement réviser votre programme de cadenassage, vous pouvez communiquer directement avec moi. Mon numéro de téléphone, mon adresse courriel, elle est là à l'écran. Ça me fera plaisir de vous aider, de vous transférer là, aux bonnes personnes là, pour pouvoir répondre à vos besoins. On va avoir plusieurs événements en septembre qui s'en viennent, dont un webinaire sur la protection auditive, ainsi qu'un webinaire sur l'importance de mettre en place un programme de protection contre les risques électriques. Donc, restez à l'affût. Les invitations à s'inscrire vont être envoyées par courriel sous peu. Aussi, on a une petite primeur aujourd'hui. En la mi-octobre, on va avoir un événement, une avant-midi conférence qui va avoir lieu sur la Rive-Sud, dans la région, dans le coin de Brossard. Les détails seront à venir, mais ça va porter, il va y avoir une des conférences, va être la suite de ce webinaire-ci sur le cadenassage. Les places vont être limitées, donc je vous invite en primeur à m'envoyer un courriel si l'intérêt y est d'y participer. Je pourrais vous mettre sur notre liste prioritaire. Là, ça me fera plaisir de vous envoyer les détails lorsqu'ils seront disponibles. Donc, sur ce, on vous souhaite de belles vacances. Soyez prudents sur les routes et puis au plaisir de vous revoir à l'automne pour nos webinaires chez SPI Santé Sécurité. Bonnes vacances à tous. Merci.